Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve à nouveau pour notre 46e numéro du menu crowdfunding. Chaque semaine, on vous propose bien évidemment cette émission afin de vous présenter tous les projets d'intérêt, que ce soit sur Kickstarter, GameFund, Game on Tabletop, etc., au niveau des jeux de société. Et donc, cette semaine, vous l'entendez peut-être, ou vous l'entendrez peut-être au fur et à mesure de la discussion, mais j'ai la gorge et le nez un petit peu défoncés. Je suis un tout petit peu malade, donc excusez-moi si éventuellement c'est un petit peu désagréable à l'oreille. Donc je passerai évidemment cette vidéo en compagnie de mon très cher paquet de mouchoirs. Et quand, et quand je dis ça, je me rends compte que ça peut prêter à confusion un petit peu. Donc quoi qu'il en soit, je ferai des coups pour pas que vous n'ayez en fait à être témoin de ce genre de choses-là. Et c'est encore pire quand je dis ça comme ça, du coup. Bref, quoi qu'il en soit, on va faire un petit point, bien évidemment, sur la chaîne, comme chaque semaine. Et puis ensuite, on fera un petit détour par les deux parties habituelles, à savoir les projets mentions honorables de la semaine, donc ceux qui auront peut-être attiré un petit peu moins l'attention, que ce soit la mienne, mais également la vôtre via le sondage de la semaine. Et puis ensuite, cette dernière partie un peu plus conséquente sur les gros projets de la semaine, que ce soit encore une fois là les miens, ceux qui m'ont intéressé le plus, mais également les vôtres, toujours via le sondage de la semaine. C'est parti pour le petit point hebdomadaire sur la chaîne des Ludovores. Et en fait, petit moment solitude. J'aime bien chaque semaine voir un petit peu la progression du nombre d'abonnés sur la page. Et en fait, quand on dépasse les 1000, les données sont beaucoup moins précises. Alors, je peux les voir évidemment dans le panneau de contrôle, mais j'ai la flemme d'y aller devant vous. Donc, voilà, on a environ 1030, 1035, 1039 peut-être abonnés, que sais-je. Cette semaine, pas grand-chose de neuf. On a toujours le menu crowdfunding de la semaine dernière, plus le suivi qui a repris également cette semaine, avec pas mal de vues d'ailleurs. C'est la première fois, je crois, que le menu, le suivi fait autant de vues en si peu de temps. Et puis le patron l'addition du mois d'avril, dans lequel on vous parle un petit peu de notre bilan ludique du mois d'avril, nos tops, nos flops, qu'est-ce qu'on voudrait sortir le mois suivant, et ainsi de suite. Ensuite, on va aller voir justement le fameux sondage dont je vous parlais un petit peu plus tôt, puisque chaque semaine, vous le savez si vous êtes un petit peu un habitué de la chaîne désormais, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour aller voter pour les projets qui vous intéressent théoriquement le plus pour la semaine suivante, que ce soit sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Cette semaine, on avait quand même un assez joli line-up avec notamment Tiny Epic's Vikings, donc le nouvel épisode de la fameuse série Tiny Epic, mais également Trailblazer, donc un primo-éditeur, mais qui arrive avec les illustrations de Andrew Bosley, donc forcément ça attire l'œil. On avait également le nouveau projet de Button Shy Games, Battle Crest, et puis également Resist, un petit jeu solo par les créateurs, entre autres, de Champ d'honneur, entre autres jeux, mais également Undaunted, je ne sais plus comment on le dit en français, ça doit être... je crois qu'ils l'ont intitulé Inflexible, je crois, Inflexible Normandie, etc. Enfin, il y en a plusieurs épisodes de cette série. Et donc, ce sont les mêmes auteurs qui nous pondent également, cette fois-ci, Resist, nos petits jeux sur la guerre, la guerre d'indépendance, la guerre civile espagnole sous l'époque franquiste, en fait, tout simplement. Donc, à surveiller également pour les amateurs de solo. Et justement, les résultats, bien, quels sont-ils pour cette semaine? Lesquels ont pu attirer votre regard? Alors, on va sortir ça, voilà, comme ça, un peu plus précis. On aura apparemment Trailblazer, donc primo-éditeur, premier jeu, qui fait son apparition en tête et donc qui sera forcément présenté bien, comme un gros projet de la semaine avec 6 voix. Saré, malheureusement, bon, il était cinquième, enfin avec 5 voix, pardon, deuxième au niveau de ce classement, mais on ne pourra pas le présenter cette semaine puisque si on fait un petit détour du côté de la page de pré-campagne sur GameFound, on pourra s'apercevoir que le lancement de Saré a été reporté d'une semaine, donc au 19 mai. Donc, on le repostera bien évidemment dans le sondage de la semaine prochaine. Mais apparemment, donc, petit report pour s'arrêter d'une semaine. Ensuite, Resist, bon, c'était plus ou moins attendu, c'était couru d'avance. Resist a pas mal attiré l'œil, ne serait-ce que par sa direction artistique vraiment très soignée, mais également par la thématique assez peu abordée jusqu'à maintenant, qui rappelle un petit peu, c'est vrai, en plus, c'est un jeu également solo, qui rappelle donc Maki, qui était également un jeu solo, un jeu sur la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même pas mal de ponts qui peuvent se faire au niveau de la thématique, mais par contre, on verra qu'au niveau des mécanismes, c'est quand même relativement différent. De manière assez surprenante, Slash and Spells, avec cette relance de la campagne après 1 ou 2 mois, je crois, 1 ou 2 mois après la première campagne qui avait échoué, a attiré quand même 4 voix, j'aurais pas pensé. Donc on le présentera, mais peut-être pas parler mais les gros projets. Je pense que ça va avoir encore une fois du mal à financer. Et de toute façon, je viens de me rappeler également que pour l'instant, le projet n'est pas encore lancé au moment où j'enregistre, c'est-à-dire vendredi soir.
Peut-être qu'avec la magie du montage, je ferai en sorte de l'intégrer demain s'il est publié entre-temps, mais pour l'instant, ils sont un petit peu en retard potentiellement. Ensuite, on avait aussi Tiny Epic Vikings, bien évidemment, qui trust un peu une position intéressante dans le classement, même si j'aurais pensé que Tiny Epic Vikings se serait placé beaucoup plus haut, en fait. J'imaginais facilement un set 8 voix pour ce jeu. Donc, on le présentera malgré tout dans les gros projets de la semaine, parce que ça reste un Tiny Epic. Et puis ensuite, donc Battle Crest, Microcosmos, Escape from a Dying Planet, Cryptodome et Hunters of the Lost Creatures qui se partagent les dernières voix. Et je peux juste vous dire qu'un de ces jeux dans le bas de classement intégrera malgré tout les gros projets de la semaine parce que moi, c'est un projet qui m'intéresse particulièrement. Sur ce, on est parti avec les mentions honorables de la semaine. Et on se lance cette semaine pour les mentions honorables avec Ravenstone, un jeu de wargame, en fait, un jeu de guerre avec des miniatures somptueuses qui nous vient de Broken Anvil Miniatures, qui est apparemment, évidemment, comme vous l'aurez compris avec le nom de l'entreprise, un expert des jeux de miniatures. Experts, ceux-ci, ils ont fait que pour l'instant 3 projets, dont un, je crois, qui avait été annulé, puis qui était revenu. Donc en fait, c'est leur deuxième véritable projet. Ravenstone, qui a déjà, je crois, presque battu le score de son aîné, puisqu'on est à 1300 contributeurs actuellement, contre 1572 pour Dungeon Delvers, qui était sorti il y a un peu plus longtemps. Donc le projet va certainement aller battre le score de son prédécesseur. Il reste 13 jours avant la fin de la campagne. On a accumulé 230 000 € désormais. Donc on est largement financé pour un jeu qui vous permet de jouer en 1 contre 1 pour 13 ans et plus, et pour des parties d'environ 1 heure. Alors, on est sur du wargame, je sais que ce n'est pas forcément le créneau favori des spectateurs de la chaîne, mais ça reste quand même, comment dirais-je, une partie prenante de l'univers du monde ludique. Ravenstone qui nous vient avec en plus des magnifiques miniatures, donc si vous êtes amateur de peinture sur miniature par exemple, ça peut valoir le coup, les miniatures sont vraiment très très classe, très très bien réalisées. Par contre, qui dit wargame avec des masses de miniatures, souvent en exemplaire unique, dit également gros trou au niveau du portefeuille, du compte en banque et éventuellement dépôt de plainte de votre banquier et hypothèque sur votre maison, bien évidemment. Alors après, je ne vais rien vous apprendre concernant le gameplay parce que je suis très peu connaisseur, bien évidemment, de jeux de wargame. Ce n'est pas une thématique qui m'intéresse outre mesure, même si je n'aurais rien contre le fait d'essayer. Mais évidemment, on aura bien évidemment tout un tas de petits tokens qui pourront, comment dirais-je, incarner certaines compétences de certaines de vos unités, mais également beaucoup de jets de dés pour aller définir les actions que vous pourrez être en mesure d'accomplir. Vous avez également ici, vous le voyez, tout un tas de petits, de petits bandeaux sur lesquels vous pouvez aller cliquer pour découvrir en fait le jeu et puis également son univers, puisqu'ils ont développé un univers avec des factions qui sont uniques, bien évidemment, avec beaucoup d'asymétrie au sein du jeu. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous tenter, qui peut vous intéresser. Ils ont apparemment beaucoup bossé sur la création d'univers autour de Ravenstone. Est-ce que ça suffira à vous intéresser à ce jeu de wargame si vous n'êtes pas trop amateur de ce style de jeu à l'origine? C'est pas garanti. Moi, je me contente d'apprécier la qualité assez impressionnante des miniatures. C'est vrai qu'elles sont très belles, mais au-delà de ça, j'ai pas spécialement envie d'aller baquer. Surtout si on va faire rapidement un petit tour du côté des niveaux de pledge. Et là, on va commencer un petit peu à saigner des yeux, bien évidemment. Et encore, si ce n'est que des yeux, on est encore bien heureux. 99 $ pour le pledge des bases qui vous donnera une faction. Voilà, une seule faction. Autrement dit, vous ne pourrez pas jouer puisqu'il vous faudra forcément un ami, une connaissance autour de vous qui aura potentiellement pris, la même potentiellement, mais certainement plutôt une autre faction afin de pouvoir vous mettre sur la tronche en toute quiétude. Donc 99 $ pour une faction, ça fait déjà un petit peu mal par là où ça passe. Alors on vous présente un petit peu les différentes factions que vous pourrez acquérir via ce pledge. Ensuite, si vous voulez jouer, parce que bon, oui, si vous êtes, comment dirais-je, pas spécialement entouré de gens qui ont soit l'envie, soit les moyens de mettre autant d'argent, il vous faudra bien évidemment prendre 2 factions par vous-même. Le cas échéant, c'est 180 $ qu'il vous faudra dépenser pour obtenir 2 factions. Ça pique un petit peu. On continue avec le 225 $ pour le War Hero qui vient proposer l'ensemble des factions. Apparemment, toutes les factions sont disponibles et on aura aussi des tuiles de territoire, disons, de terrain, qui viendront s'inclure également dans votre pledge. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez toutes les factions disponibles, évidemment.
Si vous voulez toutes les factions, tous les héros, toutes les tuiles de terrain et ainsi de suite, il vous faudra débourser, roulement de tambour, 875 €, plus les taxes, plus le shipping, donc plus les frais de port. Donc voilà, j'espère que vous avez les moyens, parce que si vous vous intéressez à ce jeu, eh bien vous vous apprêtez à perdre beaucoup d'argent, enfin à perdre, disons que vous allez vous apprêter à investir beaucoup d'argent dans ce jeu qui potentiellement peut être très très bon, mais il faut avoir une sacrée confiance en l'éditeur pour mettre autant d'argent, même si c'est vrai que les miniatures sont magnifiques. Moi, j'avoue que quand je vois un pledge à 875 $, en règle générale, j'ai plutôt tendance à préférer me frotter les yeux avec du sable et de la glace pilée plutôt que de baquer. Mais bon, à vous de voir. On va quand même aller voir rapidement les frais de port, justement, parce qu'ils ont été mentionnés un petit peu plus tôt et que ça risque de piquer là aussi pas mal. Parce que vous vous en doutez, quand on a beaucoup de matos, comme c'est le cas ici, surtout si on prend des gros pledges, eh bien, les frais de port vont aussi piquer. Alors, ils présentent bien évidemment toute leur miniature, donc la page est assez longue. Voilà, on va y arriver. Les shipping hubs, alors pour l'instant, on n'a pas les prix ici. Alors, les shipping, ils sont ici. Bah, finalement, si on regarde comme ça brièvement, c'est pas si pété que ça, mais est-ce que c'est pour... Alors oui, c'est pour une boîte d'une faction uniquement, c'est pas pour le all-in. Le all-in, apparemment, pour l'instant, n'a pas de prix au niveau des frais de port d'afficher pour l'instant. Si vous voulez une faction, en Europe, ce sera du 25 à 30 $. Ça reste à peu près de l'ordre de l'habituel. Canada, c'est du 20 à 40. Et pour le reste du monde, là où nous nous situons, c'est du 50 à 150. Donc la fourchette est assez large. C'est une fourchette à 58 branches. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout pour Rivenstone, un bien joli projet si vous êtes amateur de jeux de wargame, de jeux de guerre, avec des miniatures vraiment très belles. Ça peut potentiellement vous plaire, mais ça coûte un bras, un rein et un orteil. On enchaîne avec Escape from a Dying Planet, la relaunch, donc la seconde tentative de Escape from a Dying Planet, jeu dans lequel vous allez bien évidemment tenter de vous échapper d'une planète qui est sur le point d'imploser. C'est un petit jeu de deck building et également de gestion de main pour 12 ans et plus, des parties de 10 à 30 minutes, et puis pour un décompte de joueurs qui va de 2 à 8 joueurs. Et pour l'instant, vous le voyez, ils se prennent une grosse claque, une sorte de petite patate de forain au niveau de la nuque. Ça se passe pas très bien, et pourtant c'est un relaunch, donc c'est une nouvelle tentative pour le jeu qui avait tenté une première fois de faire son trou sur Kickstarter il y a 5-6 mois, peut-être un peu plus. C'était octobre, voilà, octobre 2021, et à ce moment-là, ils avaient engrangé 9 contributeurs. Bon, c'est pas la joie du côté de chez Brainwave Games. Bon, on peut aussi se dire, si on est un petit peu optimiste, qu'ils ont déjà fait 2 fois mieux que la dernière fois. Mais c'est quand même très très loin de suffire, puisqu'il leur faudra 4 330 €, ce qui est déjà pas énorme en termes de financement. Et pour l'instant, ils en sont à 695 €, donc on est très 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 loin. Il faut dire que bon, la direction artistique, sans être absolument dégueulasse, n'est pas fantastique. Comment dirais-je, au-delà des illustrations, le design des cartes ça vend pas du rêve non plus. C'est un petit jeu de semi-coopération dans lequel on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment au moment opportun pour pouvoir remporter le plus de trésors, puisque la corporation qui vous aura envoyé sur cette planète qui s'apprête à crever, eh bien, n'aura envoyé qu'une seule place de sauvetage, en fait, pour celui qui aura pu récupérer le plus de trésors sur la planète avant qu'elle n'implose. Donc voilà, c'est un petit jeu forcément assez familial, assez rapide, d'ambiance presque, qui se joue assez rapidement, mais qui n'a pas l'air non plus de spécialement se démarquer des autres dans ce registre. Qui plus est, le jeu n'est pas spécialement donné pour la taille qu'il peut avoir. Vous voyez, c'est une toute petite boîte avec en plus, je l'ai dit tout à l'heure, une direction artistique pas formidable. 35 $, c'est le minimum pour le Retail Pledge, donc si vous avez un magasin. Pour ceux qui voudraient seulement la boîte de base en tant que backer individuel, c'est du 25 $. C'est pas outrageux non plus, mais pour cette taille de boîte, pour un jeu qui se compose uniquement de cartes et pas de plateaux ou de tokens, etc., c'est pas donné. Si en plus, on vient ajouter par-dessus le shipping, donc les frais de port, qui viennent ajouter certainement une dizaine de dollars supplémentaires. On va aller voir ça de toute façon assez rapidement. 45 $ pour ceux qui voudraient éventuellement, en plus du jeu, prendre un playmat qui n'est pas beaucoup plus joli que le reste, mais aussi la possibilité d'avoir les fichiers du jeu en print and play, donc que vous pourrez imprimer et auquel vous pourrez jouer
avant même de recevoir sa version physique. Ça peut en tenter quelques-uns. Les frais de port, pour le Canada, c'est du 15 $. Pour vous autres qui êtes certainement en France ou en Belgique ou en Suisse, c'est du 20 $ supplémentaires. Ça fait quand même assez cher pour un petit jeu sans grande prétention. Voilà pour Escape from a Dying Planet. Bon, pas forcément une recommandation de la semaine et ça se retranscrit pas mal au niveau du nombre de contributions très très ténues. Deuxième wargame de la semaine, et c'est assez rare que j'en présente autant dans le menu crowdfunding, il s'agit de Warline. Alors attention, je fais une petite pause parce que ma femme m'envoie un message. A few moments later. Ok, rien de grave, tout va bien. Bon, je m'inquiète forcément un tout petit peu parce que ma femme étant enceinte, pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, on est toujours un petit peu sur le qui-vive, même si normalement il reste quand même pas mal de temps. Quoi qu'il en soit, Warline, deuxième jeu de guerre de la semaine, mais cette fois-ci sans miniature, donc forcément beaucoup moins cher que le précédent. 7 948 € d'engrangés sur 19 000 nécessaires, c'est pour autant pas très très encourageant pour Justin D. Line Gang. Donc, c'est le 4e projet sur Kickstarter et dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, je vais de suite aller m'abonner pour ne pas rater de potentielles campagnes par la suite. Il avait déjà tenté de lancer Warline 2 fois d'affilée, ce qui n'encourage pas forcément à une confiance sans borne vis-à-vis du projet, puisque en 2019 déjà, puis encore en 2019 d'ailleurs, 6 mois après, il avait tenté de lancer Warline et visiblement ça n'avait pas rencontré son public. La dernière fois qu'il l'avait lancé, on avait 135 contributeurs. On en a aujourd'hui 107, donc on s'achemine plus ou moins vers un score assez similaire. Bon, ceci dit, il reste 19 jours, donc ça pourrait quand même faire bien mieux que la précédente fois. C'est un jeu qui n'a pas l'air inintéressant au demeurant. C'est surtout que le jeu a un petit peu le cul entre deux chaises. Je m'explique, les jeux de wargame, donc les jeux de guerre, sont souvent, alors je me trompe peut-être, je suis encore une fois pas du tout un expert en la matière, souvent accompagnés de miniatures ou à défaut de standees pour aller donner vie un petit peu au plateau. Et ici, vous le voyez, c'est pas le cas. Le plateau est très très sommaire, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, d'impression 3D, on ne va pas avoir de miniatures que ce soit pour les unités ni même pour les tuiles de terrain. Il va simplement s'agir de composer un terrain différent à chaque partie, puisqu'on va aller apposer des forêts, des montagnes, que sais-je encore, sachant que chacune des tuiles de terrain va avoir son importance tactique, puisque vous pourrez les utiliser dans votre stratégie guerrière, mais également les unités qui, elles, seront remplacées par des dés. Donc visuellement, c'est vrai que ça ne vend pas du rêve. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir un wargame beaucoup moins cher que beaucoup d'autres. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes, donc relativement rapide, donc plus rapide aussi que la moyenne des wargames en général, et pour 10 à 99 ans, donc à partir de 10 ans en gros. Potentiellement, le jeu serait disponible en français. Je ne vois pas trop comment il pourrait imprimer l'entièreté du matériel et le texte nécessaire en français avec si peu de contributeurs. Ce serait vraiment pas rentable du tout, mais potentiellement, il y a de l'italien, il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, il y a de l'anglais et du français. Est-ce que ce sera uniquement en PDF avec la transcription, la traduction pardon, des différents pouvoirs de certaines factions, par exemple? J'imagine que c'est plutôt vers ça qu'on s'orienterait si tant est que le jeu finance, bien évidemment. Pour l'instant, j'avoue que j'y crois à peu près autant qu'une augmentation de mon salaire de 350%. Donc, pour le pledge de base, le Warfare Apprentice Pledge, on est sur du 59 $, donc bien sûr beaucoup plus ramassé que les wargames habituels, avec 10 $ de moins que le prix en magasin. Voilà, si tant est qu'il arrive en magasin un jour, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de nous le refourguer sans succès pour l'instant. Ensuite, aura-t-on d'autres pledges? J'ai pas l'impression, je crois que c'est un pledge unique. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de texte sur certaines des tuiles qu'on voit ici. Donc, est-ce que la totalité sera traduite en français ou est-ce que ce sera seulement un PDF? Je pense que ce sera plutôt un PDF a priori. Alors, effectivement, là, avec les petites lumières derrière, on reconnaît le travail de Tim Chuon, si vous ne connaissez pas. C'est un YouTuber, oh, l'accent, c'est le nez, ça, c'est le nez pris. Hein, excusez-moi. C'est un YouTuber américain qui fait des vidéos de jeux de société, bien évidemment, mais qui a aussi un sacré beau matos, qui doit être un petit peu photographe de profession ou que sais-je. Donc, effectivement, ça présente bien, mais bon, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire en termes de présence sur la table. C'est lui qui fait cette vidéo ici, un Tim Chuon, que vous pouvez voir. Si vous voulez des jeux de société présentés de très belle manière, avec des néons dans tous les sens, etc., du joli montage, c'est un des meilleurs de ce point de vue-là, même s'il est assez peu connu au final.
Voilà pour donc la présence sur table. Donc, vous pouvez un petit peu voir de quoi il s'agit. On va bien évidemment donc aller composer le terrain de bataille au début. On va pouvoir également aller engager différents mercenaires, différentes factions qui auront chacune leur propre spécificité. On va construire son armée au fur et à mesure, déployer nos forces sur le terrain en prenant parti justement des différentes tuiles de terrain qui la composent. En fait, je suis un petit peu redondant actuellement, mais pour tirer parti, le meilleur parti de la géographie, la topographie du terrain lors de la bataille. Et ce sont donc ces dés qui vont représenter vos différentes unités et les actions que vous pourrez accomplir avec elles. On va aller passer directement au frais de port, même si je crois que bon, ça ne sent pas très très bon pour le financement. Pour l'Union européenne, on est sur du 22 $. Ok, la Suisse 50, bon, désolé. Le Canada, c'est du 25, et pour nous, juste par curiosité, Rest of Asia, on est sur du 35 $ de frais de port. C'est quand même assez cher compte tenu du prix du jeu de base lui-même. Donc voilà pour Warline, second petit jeu de guerre de la semaine, qui ne rencontre pas le même succès malgré une proposition originale dans ce secteur. En tout cas, ça me semble l'être. Vous me direz ce que vous en pensez, pour vous qui êtes potentiellement connaisseur de Wargame. Je profite de ce petit intermède avant de vous présenter Hunters of the Lost Creatures pour m'excuser pour ceux qui éventuellement, parce que c'est possible, découvriraient la chaîne avec cette vidéo, avec ce décor dégueulasse et un petit peu d'écho. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je viens de déménager très récemment, donc c'est encore un petit peu vide, d'où l'écho. Et puis la Calax n'est pas encore arrivée, donc on a des jeux dans des cartons et une bibliothèque vide, un petit peu démontée déjà. Donc bon, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Bref, reprenons où nous en étions avec Hunters of the Lost Creatures, jeu qui est déjà financé. On a déjà 11 336 € d'engrangés sur 4 000 nécessaires, 537 contributeurs à 25 jours de la fin de la campagne, pour ce petit jeu qui nous vient d'Allemagne, et plus précisément de Hambourg. Deuxième projet pour Wonder Bro Games. Alors, est-ce que c'est le premier projet, mais une deuxième tentative, ou est-ce que c'est vraiment leur second projet? Eh bien, oui, je l'avais pressenti sans regarder au préalable. C'est la deuxième tentative en fait de Lost Creatures qu'ils avaient tenté déjà de lancer il y a tout pile un an, le 6 avril 2021. Et à l'époque, il avait fait 0 contributeur. Tiens, c'est assez original. Ça sent le projet qui avait été actif pendant 1 minute 30. Ouais, assez étrange. Quoi qu'il en soit, on va peut-être même dire que c'est la première tentative, puisque je pense que la première n'était pas véritablement une. C'était un petit jeu très familial, puisqu'il vous faudra environ 3 minutes et demie pour l'apprendre et qu'on nous dit que l'âge ne compte absolument pas pour y jouer. C'est un petit jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 15 minutes la partie, qui vient mélanger en fait différents types de mécanismes, à savoir du set collection, donc de la collection de cartes de différents types. On va passer un petit peu les jeux de mots pour l'instant. Vous allez jouer un chasseur de votre main au début de tour, qui aura chaque chasseur aura sa couleur spécifique, qui vous permettra d'aller chercher des cartes d'animaux un petit peu fantastiques et inexistants, bien évidemment, très imaginaires, dans les 4 piles qui composent le jeu. Si vous avez 2 fois la même couleur, vous ne pourrez pas prendre de cartes de la pile bleue, par exemple, dans l'exemple qui est ici. Mais par contre, lui qui est seul dans la catégorie jaune pourra prendre la carte visible ici. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de collectionner un maximum d'animaux dans chacune des catégories, avec bien évidemment des façons de scorer légèrement différentes, et puis également des cartes un petit peu négatives, et puis également des façons d'aller pourrir vos adversaires en envoyant des trolls ou en envoyant des tornades qui seront susceptibles de vous permettre d'échanger un de vos animaux contre celui d'un autre joueur, par exemple. Et puis c'est un jeu qui est bourré d'humour, plus ou moins, comment dirais-je, fin. C'est beaucoup de petits jeux de mots assez mignons. Si tant est que vous puissiez comprendre l'anglais suffisamment. Par exemple, aussi, on a le dandelion, comment dit-on en français d'ailleurs, je suis très mauvais en vocabulaire, comment dirais-je, de la flore. Dandelion, c'est un pissenlit, et donc en anglais, ça se dit dandelion, et donc là, c'est un lion qui est également un dandy. Voilà. Là, on a par exemple le chou-fleur, hein, qui se dit cauliflower pardon, en anglais. Et là, c'est un melancholy flower, parce que bon, là, il est assez mélancolique, il est un petit peu tristoun, bien évidemment. Je vous passe le reste, hein, vous découvrez un petit peu par vous-même si vous êtes un petit peu compétent en anglais. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça peut être amusant en famille, si tant est que vous ayez des joueurs autour de la table qui pourraient comprendre les blagues en question. Ceci dit, les règles du jeu seront disponibles en français. Vous le voyez ici en PDF. J'imagine que le jeu lui-même, de toute façon, étant dépourvu de texte, à part justement ces petits jeux de mots, les noms des cartes,
Ça ne devrait pas être très gênant, mais en tout cas, les règles sont disponibles en français. Le jeu est en plus de ça pas très cher, hein. Bon, on comprend en même temps, hein, le design n'est pas folichon. La direction artistique est relativement simple, même si elle peut être amusante. Mais du coup, on est sur un jeu relativement accessible puisque le pledge de base est à 22 €, plus les frais de port, bien évidemment, et compagnie. Ensuite, vous avez un pledge à 32 € qui vous permet d'avoir des pins en enamel, bon, si vous êtes vraiment fan de la direction artistique. Et puis également un petit, comment dit-on déjà? Parce que maintenant j'ai l'anglais sous les yeux, magnet, donc un aimant, pardon, un aimant que vous pourrez aller coller où ça vous plaît, quoi, en fait, là où il y a une surface susceptible d'accueillir un aimant, quoi, sur votre frigo, par définition. Ensuite, on a la possibilité d'en acheter plusieurs boîtes éventuellement, mais a priori, pour ceux qui s'intéressent au projet, ce serait plutôt du 22, du 32, voire potentiellement le duo pour l'offrir à quelqu'un ou partager un petit peu les frais de port à 41 €. Ensuite, on va passer directement aux frais de port, hein. Ce n'est pas un jeu qui mérite non plus qu'on s'attarde trop longtemps dessus. Le shipping est ici. Donc, pour l'Union européenne, c'est un jeu européen, donc ça permet d'avoir des frais de port relativement abordables. En plus, le jeu est assez petit. Donc, 7 € pour le pledge de base, 7 € également pour celui qui vous permet d'obtenir des aimants ou que sais-je encore. Donc, ça reste relativement abordable. Pour le Canada, on est sur du 13 ou 13 $. Et pour le reste du monde, eh bien, c'est la même chose, 13, 14 $ environ. Ça dépendra aussi peut-être de la situation du fret international lorsque le jeu sera en cours de livraison, ou à l'aube de sa livraison tout de même. Et voilà pour Hunters of the Lost Creatures, tout petit projet de la semaine, un petit jeu familial, et qui plus est, le jeu est disponible en français. Petit point supplémentaire à noter, même si les cartes, je pense, ne seront, elles, pas traduites en français. On enchaîne avec Microcosmos, petit projet, ma foi, pas dégueulasse, plutôt attirant, pas cher, avec des mécanismes qui ont l'air assez intéressants. Et en plus, ça nous vient d'un éditeur un petit peu connu sur Kickstarter, à savoir Destroy Games, à qui on doit Micro City. Donc, bon, on est vraiment dans la même veine, Microcosmos, des petits jeux en petit format, mais avec pas mal de matériel, vous le voyez ici, hein, un petit peu à la façon de certains Tiny Epic, par exemple, dont on parlera un peu plus tard, bien évidemment, mais également de Skyline Express, qui avait fait un résultat assez honorable l'année dernière, sans être époustouflant non plus. C'est leur quatrième projet, pardon, et vous le voyez, le résultat est déjà au rendez-vous. On a 1220 contributeurs déjà, à quelques jours du début de la campagne, donc c'est plutôt très bien commencé, avec 35 700 € pour l'instant engrangés sur 15 000 nécessaires. Le projet est largement financé. Et on a encore 27 jours avant la fin de la campagne, donc on a vraiment le temps de faire un assez joli résultat, je pense. Vous le voyez, la direction artistique est pas vilaine. En plus, on aura des meeples avec du screen print. Tout ça est plutôt joli. Ensuite, que nous dit-on ici? Big Game Microbox, donc voilà, un petit jeu par la taille, mais avec une véritable profondeur et finalement beaucoup de matos, si on y regarde bien, effectivement. Beaucoup de chemins différents vers la victoire, deux modes solo différents apparemment, et puis des cartes à multi-usage, qui est un des mécanismes que j'apprécie particulièrement dans les jeux, même si à la réflexion, je possède assez peu de jeux avec des cartes multi-usage, mais c'est un mécanisme que j'apprécie tout particulièrement. C'est un petit jeu donc pour 1 à 4 joueurs ou les deux modes solo, pour 12 ans et plus, pour des parties de 45 à 90 minutes. Et on a plus de 250 composants dans cette toute petite boîte. Alors vous le voyez, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, bien évidemment. On n'est pas non plus sur un 4X, mais il en reprend certains mécanismes. Donc on a un peu de contrôle de territoire, on aura aussi des points de déplacement, on aura également un petit côté contrôle de territoire, j'ai déjà dit, je crois. Oui, peut-être. Bref, on aura différents chemins disponibles vers la victoire. On pourra aussi aller upgrader son vaisseau lors de la partie. Tout ça s'accompagne en plus d'un petit insert, bon, qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait le job, avec voilà, pas mal de matos. On a une belle illustration ici avec ce plateau qui est pliable dans cette boîte. Ensuite, donc, regardez un petit peu de quoi il s'agit plus en détail. Alors, on vous le dit ici, justement, c'est un jeu qui est basé uniquement sur les cartes, même si vous avez vu qu'il y a un petit plateau, qui est également basé sur le mécanisme de gestion de ressources, dans lequel vous allez terraformer certaines planètes, créer des colonies, mais également des postes avancés commerciaux, pour ensuite aller développer pas votre civilisation, mais au moins votre vaisseau, votre équipage, et ainsi de suite. Vous pourrez accomplir différentes actions sur différentes planètes, mais également sur différentes lunes environnantes, par exemple, pour aller chercher des ressources, les utiliser pour aller développer votre vaisseau, et ainsi de suite. Bon, assez commun dans ce genre de registre thématique. Donc Microcosmos, je le disais, c'est un jeu relativement abordable. On est sur du 22 € le jeu de base, 30 si on ajoute une petite extension que vous apercevez ici, qu'on va voir un petit peu plus bas.
mais ça reste un jeu très très abordable. Alors, descendons un petit peu pour voir ce que contient le jeu de base, justement. Vous avez ce petit tableau central de cantine, et ensuite vous aurez beaucoup de petits, de petits plateaux individuels avec des planètes qui composeront votre système solaire, des cartes de survivants, beaucoup de cartes avec des petits tokens, toujours screen print, donc avec la petite impression sur le jeton. C'est toujours de bon goût, c'est toujours de bonne aloi, hein, comme on pourrait dire. Tout ça est plutôt bien produit, visiblement. Et puis donc, si vous ajoutez les 8 $, si je me souviens bien, 8 $ supplémentaires, si je... Ouais, je crois que c'est ça, 8 $ supplémentaires, vous pourrez aussi mettre la main sur l'extension New Worlds and Old Authorities, qui vous propose 2 cartes d'arches supplémentaires, donc des vaisseaux supplémentaires, donc un peu plus de profondeur de rejouabilité. Un petit carnet de notes pour vos campagnes solo, parce qu'il y aura des scénarios solo accompagnés, qui accompagneront le jeu, qui sont contenus notamment dans l'extension. Ensuite, on aura aussi un nouveau plateau de monde, qui permettra là encore, j'imagine, encore plus de potentiel stratégie pour le jeu multijoueur comme solo peut-être. Ensuite, on a des nouveaux meeples, des nouvelles cartes propres au solo lui-même. Pour ce qui est de la direction artistique, bon, on aime ou on n'aime pas, je ne suis pas un grand fan, mais c'est plutôt bien réalisé. Et au-delà de ça, la campagne elle-même est plutôt très bien présentée. On vous montre ici justement ce que vous pourrez faire, à savoir beaucoup de voyages à travers le système solaire que vous aurez composé au début de la partie, avec des points de mouvement. Également, la possibilité d'accomplir certaines actions, on les voit avec différents logos sur certaines planètes qui ne sont pas présentes sur d'autres, etc. Aller collecter des ressources pour pouvoir faire progresser certaines pistes que vous voyez sur certaines des planètes ou sur certaines cartes de votre, sur la carte de votre vaisseau, en fait, tout simplement. Utilisez ensuite votre équipage pour aller gagner encore plus de ressources ou encore d'autres bénéfices. C'est également l'avantage de ces cartes multi-usages, notamment. Utilisez votre équipage justement pour aller chercher des survivants sur différentes planètes et éventuellement les aider à s'installer, etc. Ensuite, allez upgrader, donc allez améliorer votre vaisseau pour qu'il soit encore plus performant, qu'il puisse vous permettre d'aller acquérir encore plus de ressources et ainsi de suite. Et puis également créer donc des colonies, des postes avancés commerciaux sur certaines planètes pour pouvoir vous développer encore plus rapidement. Donc différents chemins vers la victoire, on l'a déjà vu précédemment. Vous avez quelques vidéos de gameplay, mais rien en français, malheureusement. Est-ce que le jeu sera disponible en français? Ça reste à voir. First Troy cherche en tout cas des éditeurs à l'étranger. Donc, si jamais il y a des éditeurs francophones qui s'y intéressent, ça pourrait un jour voir le jour, justement. Encore une fois, redondance, mais c'est pas grave, vous m'excuserez, je suis malade. Mais en tout cas, c'est un jeu qui nous vient donc de Pologne. Donc on a un jeu en polonais et en anglais. Pour l'instant, pas encore en français ou d'autres langues d'ailleurs, mais ça pourrait peut-être venir un jour. On va aller voir tout de suite les frais de port, sans s'attarder sur les stretch goals, les petits détails sur le mode solo. Ça, c'est quoi? C'est les rewards, donc c'est les niveaux de pledge qui sont résumés à nouveau ici. Voilà, les frais de port sont plutôt ici. Pour la Pologne, ça coûte très peu cher parce que c'est un jeu polonais, bien évidemment. Pour la Belgique, mais également la France, on est sûr, je regarde s'il n'y a pas d'autres pays de la zone qui seraient francophones. Peut-être le Luxembourg, là aussi, le Luxembourg, on est sur du 10 €. Donc ça reste très abordable, même si le jeu est très petit, donc on pourrait imaginer effectivement qu'il a des frais de port assez minimes. On est dans une période qui ne permet pas trop justement d'avoir des frais de port minimes. Donc là, c'est plutôt le cas, 22, voire 30 si vous prenez le pledge avec l'extension, plus 10, ça reste sur du 40 €, même si... Ah non, d'ailleurs, j'allais ajouter, même s'il faudra peut-être ajouter la TVA par-dessus, mais non, la TVA est couverte par l'entreprise, par l'éditeur, donc Fist Troy Game. Petit coup de pouce au backer, c'est plutôt agréable de ce point de vue-là également, même si peut-être que ça se répartit du coup sur le prix du jeu, c'est peut-être une sorte de petit tour de magie pour faire passer la TVA sur le prix du jeu, etc. Bref, quoi qu'il en soit, ça reste un jeu relativement abordable que vous pouvez en plus déjà tester sur Tabletopia pour vous faire la main et voir si vous pourriez éventuellement être intéressé. Et oui, je ne le cache pas, hein, c'est un jeu qui est en contrat avec MOB Vanguard pour lesquels je travaille, donc qui cherchent des éditeurs à l'étranger. Quoi qu'il en soit, les frais de port, on les a déjà vus. Du coup, on a tout vu. Il nous reste juste à constater un petit peu la présence sur la table avec la qualité du matériel qui n'a pas l'air vilaine. Bon, c'est peut-être pas le jeu de l'année, mais ça a l'air d'être relativement satisfaisant. Et encore plus de ça, ça propose donc cette expérience de jeu assez ramassée. Voilà, 22 à 30 € plus frais de port pour une toute petite boîte, très abordable pour des parties relativement ramassées, avec un matériel relativement soigné malgré tout. C'est vrai que c'est pas dégueulasse sur le papier. Donc, à vous de voir si ça pourrait potentiellement vous intéresser. Microcosmos, encore 27 jours avant la fin de la campagne, on est large. 1220 contributeurs à l'heure actuelle, avec plus de 35 000 € d'engrangés.
Et ma foi, c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. Donc voilà, sans plus de suspense, vous pouvez d'ores et déjà voir les 4 gros projets de la semaine que l'on va traiter incessamment sous peu, à savoir donc Battle Crest, le nouveau projet de Bottom Shy Games, mais également Tiny Epic Vikings, Resist et Trailblazer. C'est parti! Allez, on est donc parti pour les gros projets de la semaine. Ils sont donc au nombre de 4, comme vous avez pu le voir. Le premier étant Battle Crest, le nouveau projet de Jason Tagmeyer, le représentant de Bottom Shy Games, donc tous ces petits jeux format portefeuille, parmi ceux que vous connaîtrez peut-être si vous avez suivi déjà la chaîne depuis quelques mois, Skulls of Sedlec, que l'on cite très souvent, mais également Sprawlopolis, qui est certainement leur plus célèbre, Tassimasi également. Battle Crest est une proposition assez innovante de la part de Bottom Shy Games, qui, c'est vrai, a quand même l'originalité de proposer souvent des projets assez innovants. Et cette campagne, encore une fois, ne dérogera pas à la règle. Campagne assez courte, là aussi c'est habituel du côté de chez Bottom Shy Games, on a environ 10 jours de campagne en règle générale. Battle Crest, il reste donc une semaine pour l'instant lorsque j'enregistre cette vidéo. On a déjà 2425 contributeurs, c'est assez conséquent hein, pour un début de campagne, et 60 000, non, 52 000 euros d'engranger. Pour l'instant, le projet est largement financé. C'est vrai que pour une fois, j'aurais tendance à croire le seuil de financement affiché ici, 1 920 euros, parce que ce sont vraiment des tout petits jeux qui se composent exclusivement de cartes, généralement autour de 18 cartes, plus quelques extensions, dans un petit, même pas une boîte, mais une sorte de petit portefeuille simili-cuir. Donc effectivement, je peux croire que c'est des jeux qui coûtent assez peu cher à produire, et du coup, je pense qu'ils font aussi pas mal de bénéfices. Ça fait partie certainement des jeux les plus faciles à produire et qui peuvent potentiellement faire pas mal de bénéfices. Quoi qu'il en soit, Battle Crest, comme souvent les jeux de Bottom Shy Games, vous propose une expérience en solo, mais également jusqu'à 4 joueurs. Si vous prenez les extensions. Si vous prenez le jeu de base tel quel, il vous permettra de jouer jusqu'à 2 joueurs, donc en 1 contre 1. C'est un jeu, et c'est assez innovant, je le disais tout à l'heure, puisque c'est un jeu d'escarmouche, de combat, donc 1 contre 1. Vous pourrez incarner différents types de héros asymétriques, avec différentes capacités, au sein d'une planète qui sera amenée à être différente à chaque partie. Pas différente dans le sens où vous n'explorez pas différentes planètes, mais une même planète qui se compose de différentes cartes, dont les emplacements vont varier d'une partie à une autre. Et c'est à partir de là que vous allez placer votre héros à un certain emplacement et qu'ensuite vous pourrez essayer bien de terrasser votre adversaire en usant de certaines capacités qui lui sont propres, sachant que toutes les cartes que vous voyez ici de compétences de ce héros qui est Akena ici, sont double face. Et donc vous aurez différentes compétences au dos ainsi que sur le versant opposé. Et lorsque vous utiliserez une carte, eh bien, avant qu'elle puisse revenir, il faudra la retourner, donc vous pourrez accéder à une nouvelle compétence, et ainsi de suite. Donc en gros, un petit jeu d'escarmouche qui se compose exclusivement de cartes et seulement de 18 cartes, ça peut sembler être très très réducteur, très très limité en termes de profondeur de gameplay, mais j'ai plutôt tendance à faire confiance à Bottom Shy Games pour proposer des jeux vraiment solides en très peu de cartes. C'est vraiment un exercice de style dans lequel ils sont passés maîtres, et je suis très très curieux de voir ce qu'ils peuvent proposer pour Battle Crest ici. Donc, j'aurais presque tendance à dire que ça pourrait être mon coup de cœur de la semaine. J'hésite encore. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà le petit coup de cœur affiché ou non. Donc, vous le saurez certainement avant moi-même si c'est mon coup de cœur de la semaine ou pas. Mais en tout cas, il y a le potentiel pour l'être. Donc, passons un petit peu, voilà les différents héros que vous pourrez contrôler. Ici, on a Akena, par exemple, avec donc sa carte de points de vie. On a ensuite les différentes compétences qu'il pourra manier, sachant qu'au recto, vous aurez d'autres compétences. On a également Mutiny, avec donc, bien évidemment une sorte d'asymétrie entre chacun des personnages. Lui, par exemple, sera plutôt un personnage de longue portée qui cherchera à rester éloigné de son adversaire, plus que Akena, qui est plutôt sur du corps à corps, on va dire. Ensuite, vous avez la planète de Fairwoods avec les différentes cartes qui vont composer le terrain, le territoire sur lequel vous allez vous affronter. Et ce sont ces cartes qui auront des emplacements différents à chacune des parties. En début de partie, vous allez les intégrer à des emplacements différents qui composeront du coup le terrain sur lequel vous allez vous affronter. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant, d'autant plus qu'on voit toutes ces icônes ici sur les coins de chacune des cartes qui vous permettront d'accomplir certaines actions, certains déplacements, et ainsi de suite. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Et comme vous vous en doutez, c'est vraiment un jeu qui, comment dirais-je, est parfait pour les extensions. Hein, clairement, ils ont trouvé ici peut-être un filon qui leur permettra d'aller chercher, j'imagine, plusieurs extensions, plusieurs saisons, on va dire même. Là, d'ailleurs, ça a été présenté quelque part, je crois, comme saison 1, il me semble. Je ne sais plus où j'ai vu ça.
Enfin bref, quelque part, j'ai vu que c'était une sorte de saison 1, donc potentiellement, on pourra avoir de nombreuses extensions par la suite. Ensuite, alors comme d'habitude, hein, donc, ce petit format portefeuille, enfin simili-cuir, comme d'habitude pour Baton Shy Games. Voilà, donc le gameplay avec les bases du gameplay, donc on aura la capacité de se déplacer autour de la carte, autour de la map monde qui composera notre univers. Ensuite, on va activer une compétence, hein, avec une de ces cartes qu'on voit ici, en l'enclenchant, un peu comme dans beaucoup de jeux façon Magic. Et ensuite, on pourra retourner la carte pour bénéficier de l'effet qui se trouve au verso à partir du prochain tour. Donc on aura quand même pas mal de compétences pour chacun des personnages, mine de rien, en plus de cet aspect escarmouche, déplacement autour d'une carte. Vous avez également l'extension solo qui est incluse gratuitement dans chacun des pledges, une extension qui vous permettra de vous confronter à Imperator, donc l'ennemi du mode solo, dédié au mode solo qui semble avoir une IA assez complexe comme ça à première vue, mais j'imagine qu'elle sera assez facile à utiliser. Ensuite, plus de héros, si vous prenez l'extension, vous pourrez également contrôler Whisper avec donc ses compétences particulières, ainsi que Forge, encore un 4e héros, et bien évidemment, on peut imaginer assez facilement qu'on aura 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 nouveaux héros dans les années à venir. C'est vraiment un jeu qui se prête bien aux extensions. Alors voilà, c'était ici, Expansion Collection 1. Pour l'instant, c'est la seule collection d'extensions disponible, mais s'il y a un petit numéro 1, ça veut bien dire qu'ils auront certainement différents persos dans les mois, les années à venir qui viendront s'ajouter à l'univers de Battlecrest. Certaines planètes supplémentaires également, on peut imaginer. Alors, comme d'habitude, pour Baton Shy Games, on est sur des jeux très petits par la taille, vraiment format petite pochette, petit portefeuille en gros. Donc, ça fait des jeux relativement accessibles, puisque le pledge de base sera à 12$ plus l'extension solo incluse gratuitement. Et ce sera 18$ si vous prenez en plus les 2 autres personnages. Donc, bien évidemment, j'aurais tendance à vous encourager justement à aller chercher les extensions pour compléter, pour avoir un petit peu plus de profondeur de gameplay, un petit peu plus de rejouabilité également. Ensuite, vous avez toujours la même option que d'habitude avec Baton Shy Games, à savoir l'option à 40$ qui vous permettra de mettre la main sur ce nouveau jeu, ainsi que sur les 2 grands classiques de Baton Shy Games, à savoir Sprawlopolis et Tassimasi, même si pour moi, actuellement, même si je n'ai pas encore essayé Tassimasi de mon côté, leur meilleur jeu reste, selon moi, pour l'instant, Scores of Sadlek. Mais bon, en même temps, je n'ai pas testé tous leurs jeux, pour être honnête. Les frais de port, bon, ça encore une fois, c'est relativement honnête dans la plupart des pays, mais c'est vrai que c'est une compagnie qui se centre quand même pas mal sur ses activités aux États-Unis. Et du coup, on peut se dire que pour un jeu aussi peu cher, aussi petit par la taille également, 12$, 18$ selon le pledge que vous allez choisir, 16$ de frais de port pour l'Europe, c'est quand même pas donné. 19 pour nous qui sommes dans le reste du monde. Mais ceci dit, pour amortir un petit peu justement les frais de port, Baton Shy Games propose toujours une offre assez intéressante qui vous permet d'aller sur leur site directement pour ajouter 3 de leurs jeux ainsi que 3 extensions. Alors, ce n'est pas 3 extensions pour chacun des jeux, c'est 3 extensions au total, plus 3 jeux au total, que vous pourrez ajouter pour essayer d'amortir un petit peu justement vos frais de port, puisqu'en fait, vous pourrez vous retrouver avec potentiellement donc 4 jeux si on inclut celui-ci, plus 3 extensions et ici une supplémentaire, donc 4 extensions, pour finalement 16€ de frais de port. C'est pas si déconnant que ça. Après, si vous n'avez pas spécialement d'autres jeux dans leur collection qui vous intéressent ou que vous avez déjà ceux qui vous intéressent en fait de chez eux, c'est un petit peu cher au niveau des frais de port, c'est vrai. Ensuite, vous pouvez aussi d'ailleurs prendre une version print and play, je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est pas trop mon truc, c'est vrai, mais pour 3$, vous pouvez obtenir l'ensemble des 4 héros et l'extension solo également en print and play pour voir si ça peut éventuellement vous intéresser, d'autant plus que ça sera disponible juste après la fin de la campagne, donc ça aussi c'est un gros plus pour voir éventuellement si vous souhaitez upgrader ensuite pour la version physique éventuellement. Et puis ma foi, c'est à peu près tout pour Battlecrest. Peut-être, je ne sais pas encore, j'hésite à le mettre coup de cœur de la semaine. C'est vrai qu'il est un petit peu cher en termes de frais de port pour moi au Japon, c'est-à-dire que les frais de port seront peut-être plus chers que le jeu lui-même, même si j'ajouterai certainement quelques extensions pour Scores of Sadlek qui me manquent, et peut-être également Death Valley que je surveille depuis quelques temps. Mais bon, on verra bien. En tout cas, encore un très joli succès pour Baton Shy Games avec Battlecrest. 2425 contributeurs à l'heure actuelle, alors qu'il reste une semaine avant la fin de la campagne, et on a déjà accumulé 52 000 €. On enchaîne sur ce qui est probablement le gros projet de la semaine, à savoir Tiny Epic Vikings, la nouvelle mouture de la série des Tiny Epic. Ils en ont certainement une dizaine maintenant, j'imagine.
Et c'est évidemment un gros succès, comme c'est toujours le cas avec la série des Tiny Epic. 428 000 € d'engrangés sur 11 000 contributeurs déjà, alors qu'il reste un petit peu moins de 2 semaines avant la fin de la campagne. C'est un univers de vikings, hein, on surfe beaucoup sur la mode des vikings depuis 4, 5, 10 ans maintenant. Petit jeu pour 1 à 4 joueurs, donc bien souvent un mode solo disponible dans les Tiny Epic, pour des parties relativement ramassées de 30 à 60 minutes, pour 14 ans et plus, et qui vous permet, selon les dires de beaucoup de reviewers, de YouTubers et autres critiques du monde ludique, qui vous apportera une expérience un petit peu similaire à celle d'un jeu comme Blood Rage, qui partage également le même univers viking, mais en un temps réduit et avec un matériel bien plus modeste, disons. Bien que soigné, hein, on reste sur de la qualité avec Tiny Epic en général, mais dans une petite boîte, un petit format assez facilement transportable. Donc, qui disait Blood Rage dit contrôle de territoire et bonhomme qui se fout sur la tronche en permanence, quoi, en gros. Hein. Donc, vous pourrez mettre la main sur Tiny Epic Vikings, mais également sur son extension Ragnarok. On reste beaucoup dans l'univers de la Scandinavie, bien évidemment. Alors donc, passons pour avoir un petit aperçu. On le disait tout à l'heure, hein, 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. Vous avez un petit aperçu ici de ce que ça pourrait avoir en termes de présence sur la table. Ça n'a pas l'air si petit que ça quand on le regarde bien, mais en même temps, c'est souvent le cas pour les Tiny Epic. Ils réussissent en général à faire des jeux avec pas mal de matériel, mais contenus dans une toute petite boîte. Ici, on a un plateau apparemment pliable en 3 parties que l'on va étendre et qui sera donc l'espace sur lequel on pourra combattre les uns avec les autres. On aura chacun visiblement un plateau individuel avec des personnages, j'imagine, que l'on pourra aller recruter. On aura aussi une question de faveur des dieux qui nous seront accordés, qui nous permettront d'aller certainement accomplir certaines actions un petit peu overpowered, mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. Donc, on pourra faire un petit peu de draft, hein, un petit peu à la façon de Blood Rage là aussi, et du contrôle de territoire, et de la baston dans tous les sens. Alors justement, vous avez aussi différentes runes que l'on aperçoit ici pour aller justement collecter des runes pour pouvoir ensuite faire appel aux différentes divinités qui nous entourent et aux pouvoirs qu'ils peuvent théoriquement nous conférer. Là, la présence sur table, encore une fois, hein, c'est plutôt joli avec des petits meeples screen printés, ce qui est quand même plutôt d'un joli effet, c'est toujours assez charmant. La direction artistique est toujours très soignée, comme c'est souvent le cas en général pour les Tiny Epic. Et tout ça pour 25 $, on reste dans des prix très abordables. Comme c'était le cas de Baton Shy Games, les jeux de Tiny Epic sont généralement eux aussi plutôt abordables en termes de tarifs. Hein. Je rappelle que c'était un projet de Gameling Games, je ne l'ai pas rappelé parce que c'est relativement connu, éditeur qui se focalise essentiellement sur les Tiny Epic. Donc, pour le pledge de base à 25 $, vous aurez donc ce plateau central qui aura 2 faces. Vous les voyez ici, avec une disposition des îles un petit peu différente, une disposition des runes un petit peu différente également. Ensuite, on aura 48 cartes de vikings qui auront chacune leur propre capacité, leur propre spécificité, bien évidemment. Ensuite, 4 petits plateaux individuels de tribus que vous pourrez contrôler. 6 petits plateaux de dieux, de divinités scandinaves. Ensuite, on aura des plateaux de scoring, des cartes de faveur des dieux. On aura tout un tas de petits meeples screen printés, donc en bois qui plus est, donc plutôt de la qualité. Ensuite, pour 5 $ de plus, vous aurez des chamans apparemment. Ouais, c'est ça, chaman, d'accord. Donc 6 cartes de chaman avec encore une fois un petit peu d'asymétrie supplémentaire. Ensuite, 2 nouvelles déités, Loki et Hel. Plus des tokens de Cairn. Là, par contre, je n'ai pas très bien cherché à quoi ça correspondait. Ensuite, l'extension de Ragnarok que je mentionnais un petit peu plus tôt. Celle-ci est réalisée par Scott Arms. Je ne sais pas si l'entièreté du jeu est réalisée par le même auteur, assez connu par ailleurs. Pour 10 $ de plus, donc l'extension Ragnarok vous permettra d'obtenir un nouveau plateau double face, là encore, avec une disposition encore différente des îles. 6 cartes de Valkyrie qui ne sont pas présentes dans le jeu d'origine, mais également 6 cartes de géants, là encore absents du jeu d'origine, des plateaux de Valkyrie, des nouveaux dieux également, avec on aperçoit ici par exemple Baldur, Tyr par exemple, et puis de nouveaux tokens bien évidemment pour les Valkyries et pour les géants. Les règles du jeu sont disponibles ici. On vous explique ensuite comment jouer via différentes vidéos de gameplay. Y aura-t-il d'ailleurs une version sur Tabletop Simulator ou sur Tabletopia? Là-dessus, je n'ai pas cherché, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait à disposition ce genre de choses. On va peut-être chercher un petit peu plus bas dans la campagne si c'est disponible. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en tout cas.
Quoi qu'il en soit, on passe aux frais de port maintenant. Attention, la TVA sera collectée dans le Pledge Manager, comme c'est souvent le cas. Donc, il faudra bien évidemment rajouter la TVA après la fin du projet, attention. Et ensuite, pour ce qui est des estimations des frais de port, eh bien, elles sont ici, même si, attention, tout n'est pas précisé, vous pourrez aller cliquer ici, notamment pour la zone Europe, qui est certainement celle qui intéresse le plus de spectateurs de la chaîne, pour avoir les détails des frais de port vers l'Union européenne, alors que la page Internet ne charge pas très rapidement ce soir, allez savoir pourquoi, mais vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Pour la Belgique, par exemple, une copie du jeu, c'est du 12 $, 15 si vous prenez l'extension Ragnarok, par exemple. Et ça charge toujours pas. Si, ça y est, ça a chargé. Donc Belgique, on l'a vu. La France, c'est du 12-15 également. Le Liechtenstein, 20-30. Luxembourg, 12-15. La Suisse, 15-25. Vous avez un petit aperçu des différents pays de la francophonie en Europe. Pour le Canada, c'est du 15-17, donc un petit peu plus cher. Et pour le Rest of the World, dans lequel nous sommes situés, c'est du 20 à 30 $. C'est un petit peu cher pour la taille du jeu d'origine. Mais bon, que voulez-vous, les frais de port, pour chez nous, c'est quand même assez sévère ces derniers temps. Voilà pour Tiny Epic Vikings. Xavier est certainement intéressé, lui qui a quand même pas mal de jeux de la série des Tiny Epic, mais je crois savoir qu'il n'est pas très intéressé par la thématique. Après, ceci dit, moi qui ai toujours voulu tester Blood Rage, mais qui n'ai pas eu la chance de le faire jusqu'à maintenant, Tiny Epic Vikings pourrait être une version un petit peu allégée, aussi bien en termes de matériel que de durée de jeu notamment, de Blood Rage, donc pourquoi pas l'essayer, mais je ne compte pas backer pour autant. On continue avec Resist, le jeu de Salt and Pepper, qui est une compagnie espagnole, si je me souviens bien, et ça tombe bien puisque le jeu nous place justement dans l'Espagne de l'époque franquiste, tout simplement, où on va tenter de résister justement au régime fasciste de Franco. C'est un jeu qui vous propose une expérience purement solitaire, et en cela, en plus de la thématique, il peut être comparé à Maki, qui lui vous placez dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, donc en France, où vous essayez de vous défendre contre l'occupation nazie. Ici, c'est en Espagne, et c'est pas contre un envahisseur étranger, mais plutôt au sein d'une guerre civile en Espagne. Donc c'est un petit peu différent, mais il y a quand même des ponts à faire thématiquement entre les deux jeux. Le jeu rencontre justement plutôt un beau succès pour l'instant, puisqu'on est sur GameFound, donc qui attire quand même un petit peu moins de traction généralement que ne peut le faire Kickstarter. Et pourtant, on est à 1770 backers en l'espace de 2-3 jours, parce que la campagne a commencé un petit peu tardivement. Et il reste 19 jours avant la fin de la campagne, 33 000 €, donc on est largement financé à 275%. Très très joli succès. Il faut bien dire aussi que le jeu bénéficie d'une très très belle direction artistique. Il me semble que c'est un artiste de bande dessinée espagnol qui s'occupe de l'ADA et c'est très très bien réalisé. Autre comparaison possible avec Maki, une durée de jeu, de temps de jeu relativement ramassée, là encore, parce qu'on a des parties qui durent entre 20 et 40 minutes pour un jeu qui se propose d'être relativement accessible, puisqu'on est sur du 10 ans et plus. Ceci dit, la comparaison avec Maki s'arrête à peu près là, en termes de thématique et de temps de jeu, et puis l'aspect solitaire, bien évidemment, puisque les mécanismes, eux, sont relativement différents. Alors, on va en parler tout de suite, mais bien évidemment, avant, petit point sur les designers, donc les auteurs de ce jeu, puisqu'on y retrouve Trevor Benjamin et David Thompson. Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé ça en français, donc Trevor Benjamin et David Thompson, pardon, qui sont les auteurs de War Chest, autrement dit en français, Champ d'honneur, qui est un jeu qu'on apprécie pas mal ici, même si on n'y joue peut-être pas si souvent que ça, mais on l'apprécie quand même pas mal, mais également Inflexible Normandie, entre autres, et ils sont accompagnés pour le coup par Roger, j'arrive pas à lire son... Ah si, c'est Tankersley, qui lui apparemment est connu pour avoir produit l'édition jeu de société de Sniper Elite, qui est à l'origine un jeu vidéo. Et donc aux illustrations, c'est donc Albert Montes Homar, qui est un illustrateur espagnol apparemment assez renommé. Alors, quoi qu'il en soit, on arrive un petit peu au contenu du jeu. Contenu du jeu qui est donc assez différent de Maki, par contre, hein, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, où là, on est plutôt sur un jeu de gestion de main avec un petit peu de prise de risque, pas forcément de push your luck à proprement parler, mais de gestion de main et de prise de risque, puisque vous aurez différentes missions que vous pouvez apercevoir ici, différents ennemis également qui auront chacun leur spécificité, et différents maquisards que vous pourrez contrôler avec un truc assez intéressant d'ailleurs justement sur les maquisards que vous pourrez contrôler, c'est car ils auront chacun pas deux faces, mais deux versants. Un versant hidden, donc caché, et un révélé, revealed. Et selon la face que vous allez choisir, ils auront une compétence différente.
sachant que quand ils sont sur la face hidden, mais on verra ça un peu plus bas en détail, elle pourra revenir dans votre main après utilisation, alors que si vous les utilisez dans le versant reveal, donc révéler, vous pourrez l'utiliser pour avoir une compétence bien plus consistante, bien plus forte, bien plus puissante, mais la carte disparaîtra après utilisation. Ensuite, 6 cartes d'espion, oui c'est bien ça. Ensuite, des cartes de civils qui pourront être victimes de vos actions, malheureusement, et une petite carte d'aide de jeu. Alors ensuite, on aura également un petit livret de scénarios avec 8 scénarios. Hein, vous les voyez ici, All Out Offensive, Defenders of the People, etc. Donc 8 scénarios que vous pourrez aller jouer en plus de l'expérience de base que propose le jeu. Vous n'avez pas besoin d'un scénario pour jouer, vous pouvez jouer sans le scénario, mais vous pouvez également aussi varier les plaisirs en ajoutant certaines contraintes, j'imagine, via les scénarios disponibles ici. Vous avez ensuite, au-delà de ça, une campagne qui se compose de 3 scénarios, avec la réinvasion de l'Espagne en 44, puis la dispersion du maquis, des maquisards entre 45 et 48, et enfin la chasse aux maquisards apparemment entre 49 et 52. Donc si vous êtes en plus de ça un petit peu un fan, un aficionados d'histoire, avec plutôt une spécialisation vers l'histoire de l'Espagne, l'histoire contemporaine, enfin, pas contemporaine mais moderne de l'histoire, ça peut être aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Sachant que pour le scénario justement de campagne historique, il vous faudra compléter les 3 scénarios pour pouvoir l'emporter. Alors pourquoi backer maintenant? On vous sort les raisons habituelles, ce sera un petit peu moins cher qu'en magasin, et puis de toute façon vous pouvez être rassuré parce que Salt and Pepper, donc l'éditeur, a déjà fait plusieurs campagnes de financement participatif sur le public espagnol uniquement, mais donc du coup ils sont quand même habitués, etc. etc. Bref, rien de très particulier à ce niveau-là. On va passer un petit peu plus bas peut-être pour les niveaux de pledge. On a un Early Bird qui pour l'instant je crois est encore disponible à l'heure actuelle, qui vous permet d'avoir une petite réduction de 2 € sur le jeu. Et vous le voyez, c'est un jeu quand même très très abordable, on est sur du 18 €, c'est quand même pas très cher. 20 € aussi, vous voyez malheureusement cette vidéo un petit peu trop tard et que vous voulez backer malgré tout, c'est quand même 2 € d'écart, c'est pas bien grave. Mais bon, ça fait un petit plus pour booster un petit peu le début de campagne, mais qui n'exclut pas pour autant les arrivants un petit peu sur le tard, 2 € n'étant pas spécialement une énorme différence. Ensuite, c'est beaucoup de pledge retail pour avoir plusieurs copies du même jeu, mais bon, en gros, vous avez la 18 ou la 20, c'est quasiment un pledge unique, c'est juste qu'il y a un early bird, mais qui n'est pas non plus, comment dirais-je, qui ne va pas justifier l'arrêt de la progression de la campagne après les 3-4 premiers jours, puisque de toute façon, il n'y aura qu'assez peu de différence. Ensuite, continuons. Ah oui, les stretch goals. Les stretch goals, il n'y en aura que 2 et ils sont déjà débloqués. Le premier, c'est un playmat. Alors attention, playmat, oui, mais en fait, c'est un fichier pour le playmat que vous devrez imprimer par vous-même. Donc, vous aurez uniquement le fichier, c'était peut-être pas un JPG, mais en gros, un fichier numérique que vous pourrez ensuite faire imprimer sur du néoprène pour avoir un tapis de jeu. Bon, c'est pas idéal, mais au moins, ils y ont pensé, c'est mieux que rien. Et puis ensuite, on a aussi une petite upgrade sur le matériel avec notamment la finition au lin sur les cartes, donc un matériel un petit peu upgradé. Le how to play, justement, je vous en parlais tout à l'heure, donc vous aurez différentes missions à accomplir pour remporter la partie. Chacune des missions vous apportera des points de victoire également, et puis donc il faudra accumuler les points de victoire, bien évidemment. Chaque manche sera divisée entre 4 parties, vous aurez l'action de planification, ensuite l'attaque, le résultat de l'attaque justement, et puis ensuite la phase de, comment dirais-je, d'entretien où vous allez essayer de réorganiser votre jeu en gros. Hein. Donc d'abord, vous allez essayer de choisir parmi les différents personnages qui sont en votre possession, donc la face cachée ou la face révélée, comme je le disais tout à l'heure, sachant que la face que vous allez choisir vous permettra d'avoir une action différente, plus puissante sur la face révélée que sur la face cachée, mais si vous utilisez le versant caché de la carte, elle reviendra dans votre deck, alors que si vous l'utilisez pour sa compétence révélée ici, elle sera beaucoup plus puissante, certes, mais elle disparaîtra totalement de votre jeu. Donc il y aura toujours cet aspect de gestion, de prise de risque. À quel moment vais-je utiliser l'action un petit peu plus puissante, quitte à perdre le personnage en question, en termes de timing. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là également. Vous avez ensuite les différentes cartes d'adversaires qui auront chacun une puissance défensive, ainsi que les effets de leur propre carte également. Et puis des cartes des cartes de mission que vous pourrez compléter et qui vous apporteront des points de victoire. Et ma foi, c'est à peu près tout. On va pouvoir passer directement aux frais de port.
Les frais de port se trouvent ici. Alors attention, j'ai oublié de le mentionner, mais de toute façon, vous aurez vu le drapeau français avec la petite Marseillaise en début d'intervention, parce que le montage sera passé par là entre-temps. Mais Nuts Publishing s'occupe de la version française. Alors attention, si vous vous intéressez au jeu mais que vous voudriez la version française, il faudra passer par cette page ici, un French Pre-Order. C'est une précommande. Vous n'avez pas besoin de backer la campagne sur GameFound. Il vous suffit d'aller consulter la page de Nuts Publishing qui apparemment a réintitulé le jeu pour la version française Résistance, lutte contre Franco. Et donc vous avez une page de précommande à 18 € qui vous permettra donc d'obtenir le jeu en français. Donc voilà, un petit plus quand même pour nous autres francophones. Si vous êtes intéressé par le jeu, c'est quand même assez intéressant. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Non, je n'ai pas encore abordé justement les frais de port, parce que j'ai fait un petit passage sur la zone, enfin la version française. Pour la zone euro, c'est donc du 12 € de frais de port. Alors là, vous allez me dire, c'est vrai que compte tenu du prix du jeu lui-même, c'est un petit peu chéro. Et c'est vrai que pour un jeu à 18, voire 20 € si le Early Bird est passé, c'est un petit peu cher, certes, mais au final, ça vous fait quand même un jeu à 30 €. Bon, c'est quand même pas non plus outrancier, d'autant plus que c'est un jeu qui nous vient d'un éditeur espagnol, ce qui veut dire que la TVA est déjà prise en compte également. Évidemment, si vous logez en Espagne, c'est encore mieux, c'est du 3 € parce que c'est du pays. Canada, c'est du 11 € et pour nous, c'est 18, autrement dit, le prix du jeu. Ça double le prix du jeu. 36 €, ça reste encore abordable. Il faut voir si le jeu est véritablement bon. En tout cas, il semble avoir de belles promesses en termes de gameplay. C'est vrai qu'on aurait pu aimer en avoir un petit peu plus en termes de présentation du jeu en détail, en termes de gameplay. C'est un petit peu concis, disons, mais d'un autre côté, on peut aussi se faire la main sur certaines vidéos de gameplay. Et puis aussi, on peut se dire que les auteurs sont quand même dignes de confiance. On est quand même sur un sacré pédigré, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on est quand même sur les auteurs de Chant d'honneur ou encore Inflexible Normandie, donc plutôt gage de confiance a priori. Et voilà pour Resist, ou donc en version française apparemment Résistance, qui a déjà rencontré un très très beau succès avec 1771 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne, auxquels s'ajoutent les francophones qui auront peut-être précommandé sur la page de Nuts Publishing, donc on est peut-être potentiellement à 2000 backers déjà. En tout cas, un très joli succès avec un jeu qui possède aussi une très très belle patte graphique, il faut bien l'avouer. Et on termine cette semaine par Trailblazer de John Muir Trail, qui nous vient de Mariposa Games, primo-éditeur sur Kickstarter. Alors, est-ce qu'ils ont déjà des projets derrière eux sur d'autres plateformes ou tout simplement directement en retail? C'est possible aussi. Ma foi, j'ai pas cherché. En tout cas, c'est leur premier projet sur Kickstarter et ça se passe plutôt très très bien pour eux. 1381 contributeurs, c'est plutôt un joli résultat, sans être totalement époustouflant non plus, mais quand même, en si peu de temps, c'est quand même pas mal du tout. Et il reste plus de 3 semaines, donc ça se passe quand même très bien. On a accumulé d'ores et déjà 63 786 €, donc le projet est largement financé. Vous pouvez l'apercevoir ici, c'est un jeu qui va nous proposer une expérience un petit peu similaire en termes de thématique et d'ambiance générale à celle de Parks, qui a maintenant une réputation bien établie. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec un petit mode solo, donc un petit peu à la manière de Parks, là encore, même si je ne vais pas faire des comparaisons toutes les 3 minutes non plus, pour des parties de 30 à 120 minutes. Bon, la fourchette est très très large. 30 minutes à 2 heures, c'est quand même... Enfin, j'imagine que ça dépend du nombre de joueurs autour de la table, certes, mais quand même. Alors, Trailblazer, c'est un jeu qui vous propose d'aller découvrir un petit peu le parc national du Yosemite aux États-Unis. Donc, encore une fois, un jeu qui se déroule dans la nature. Hein. C'est un jeu qui a certainement une petite atmosphère un petit peu zen, un petit peu calme, un petit peu là encore à la manière de Parks, qui est un jeu assez reposant, même si finalement, qui peut être assez coupe-gorge aussi, si on y joue bien à 2-3 joueurs, ça peut être assez méchant aussi. Alors, on va découvrir un petit peu ça ensemble. Là, c'est les stretch goals, on passe un peu rapidement. What's in the box? Donc, qu'y a-t-il dans la boîte? Autre chose assez intéressante à noter, d'ailleurs c'est affiché ici, les artworks, hein, donc toute la direction artistique est réalisée par Andrew Bosley, Monsieur Everdell entre autres, donc un illustrateur de renom sur la scène du monde ludique qui a toujours fait un boulot assez incroyable. Enfin, visuellement c'est magnifique. Les différentes illustrations que l'on peut voir ici de certains sites célèbres du parc du Yosemite sont vraiment magnifiques. Ici, on a donc les chutes du Nevada, le parc, le Gem Lake, le Half Dome, qui est assez célèbre aussi dans le parc du Yosemite. Donc ça est assez magnifique, il faut bien le dire.
On aura donc 48 illustrations avec des cartes assez conséquentes. Apparemment, on est sur du 120 x 80 mm, donc c'est assez costaud quand même, 12 par 8 cm. C'est des grosses cartes. On a le plateau central sur lequel on pourra évoluer également. On est ici sur un jeu qui vous permettra d'aller faire un petit peu de pose d'ouvrier, mais également de set collection, mais également de gestion de ressources. Donc plusieurs mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres. Ça a l'air d'être assez intéressant de ce point de vue-là également. On a ici les différents randonneurs avec leur petit meeple screen print. On aura également des tentes pour aller camper. Et puis également des petits marqueurs en tout genre. Ensuite, on aura des plateaux individuels, donc pour chacun des joueurs avec leur sac à dos pour aller intégrer les ressources à l'intérieur, bien évidemment, et avec les tokens que vous voyez ici qui viendront justement s'intégrer au backpack, donc au sac à dos. On aura donc des jumelles, une sorte de hamac, j'ai l'impression, des bâtons de randonnée, et ainsi de suite, une canne à pêche, un petit kit de premiers soins. Ensuite, on aura des petits jetons de chaussures, justement pour progresser, j'imagine, des petits jetons d'exploration également, et puis ensuite, on aura tout un petit panel de cartes de découverte de la nature avec de la faune et de la flore. Hein. Par exemple, ici, on voit la Kings River, mais également un bobcat, par exemple, donc différentes cartes que l'on pourra aller découvrir pour explorer le parc, sa faune, sa flore. Donc encore une fois, dans cette atmosphère très très zen, très très comment dire, promenade de campeur. Ça a l'air d'être assez sympa de ce point de vue-là. J'aime beaucoup l'atmosphère de ce jeu, avec en plus les illustrations de Andrew Bosley. Ça fait toujours le job à ce niveau-là. Ensuite, 70 cartes de trail, donc de chemin de randonnée en gros. Ensuite, on aura des petits packs de cartes donc, pour aller décrire le chemin sur lequel on doit s'orienter, avec des petits logos ici qu'on aperçoit, qui sont certainement en rapport avec les ressources ou avec les difficultés que l'on pourra rencontrer, ou éventuellement les conditions qu'on devra compléter pour pouvoir accéder à tel ou tel chemin, par exemple. Voilà la petite goutte d'eau que l'on retrouve ici, par exemple. Ensuite, on aura aussi des petits bonus de randonnée si l'on accomplit certaines missions pour aller remporter des points de victoire. Ensuite, des tokens de météo avec du beau temps, de la pluie, des nuages, de la neige, mais également du vent, des orages, etc., qui pourront impacter notre progression. Des tokens de ressources naturelles, des tokens de ressources personnelles. On aura ensuite tout un tas d'autres jetons, des petits médaillons ici aussi, dont j'ignore pour l'instant l'utilité, et puis des jetons de simili-blessures, on va dire. Ici, ils sont présentés comme des tokens de difficulté rencontrés, mais ça ressemble en tout cas à des tokens de blessures. On a donc le mode solo que j'ai présenté tout à l'heure, qui est lui réalisé par John D. Clair. Donc John D. Clair qui est quand même assez célèbre lui aussi pour notamment Mystic Vale, ou ce jeu dans le monde de la piraterie dont j'ai oublié le titre, mais qui devrait pas tarder à arriver au backer également. J'ai oublié, mais bref, Mystic Vale, c'est certainement son jeu le plus célèbre à l'heure actuelle. Cubitos aussi, d'ailleurs, qui est assez populaire, de John D. Clair, qui lui est pourtant un expert plutôt des jeux avec les cartes transparentes que l'on accumule les unes derrière les autres pour faire de la création de cartes, du card crafting, on va dire. Et là, pour le coup, c'est lui qui s'occupe du mode solo. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est un gage de qualité ou pas? Je ne sais pas, je n'ai jamais testé de jeu de John D. Clair, mais il est assez célèbre. Pas spécialement pour les modes solo d'ailleurs, mais bon, c'est lui qui a réalisé celui de Trailblazer. Qui vous permettra donc d'aller jouer au jeu en solo. Certainement une expérience un petit peu différente, j'imagine, parce qu'il y a une sorte de IA qui sera contrôlée. Donc un petit peu à la façon de Parks là encore. Mais bon, je vais m'arrêter là en termes de comparaison un petit peu douteuse. Je n'ai pas pu tester le jeu, donc je ne sais pas jusqu'à quel point il peut être similaire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de John D. Clair, voici les jeux. Un Space Base, lui aussi, effectivement, a été réalisé par John D. Clair. Le How to Play, on va différentes vidéos pour aller explorer un petit peu le gameplay du jeu. Mais en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura donc de la pose d'ouvrier, du set collection dans la collection de cartes, et également de la gestion de ressources, des petites missions à accomplir avant les autres si possible, et ainsi de suite. Un petit aspect course également. Le Neo Pledge, on est sur du 59 $ pour le pledge de base, le backpacker. Donc, bon, encore une fois, c'est un prix relativement normal pour un jeu de cette envergure, 60 $. Il vient inclure bien sûr le jeu de base ainsi que tous les stretch goals que vous avez aperçus précédemment et qu'on détaillera un petit peu plus lors du suivi du menu crowdfunding. Il inclut bien évidemment le mode solo qui est inclus dans le jeu de base bien évidemment. Pour le matériel qu'on a vu précédemment, donc je ne repasse pas dessus. Why back now? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors apparemment oui, puisque le jeu sera vendu un petit peu plus cher en magasin, entre 69 et 79 $ en magasin contre 59 sur le Kickstarter. Mais d'un autre côté, vu qu'on paiera les frais de port, finalement, il n'est pas dit que ce soit plus intéressant de le prendre maintenant sur Kickstarter plutôt que de l'attendre en sortie magasin.
En ceci dit, est-ce que chez nous, dans la zone francophone, il aura une sortie également? Pour l'instant, rien de garanti, mais a priori, vu le succès que semble rencontrer ce début de campagne, plus les illustrations en plus magnifiques de Andrew Barsley, je serais tenté de dire qu'il y a des fortes chances qu'on le retrouve un jour, peut-être pas tout de suite, mais un jour en français. Mais bon, après, si on veut être sûr de pouvoir mettre la main dessus, ça reste quand même un moyen privilégié de le faire. Ensuite, passons sur le shipping, justement, c'est aussi assez intéressant. 25 $ pour le Canada, ça pique quand même pour un jeu qui nous vient des États-Unis, enfin, pas produit aux États-Unis bien entendu, mais un jeu américain. 12 $ pour les États-Unis, 25 pour le Canada. La différence géographique ne justifie pas un tel écart, à mon avis, mais bon, ça peut arriver. Et c'est même plus intéressant d'ailleurs en France, puisqu'en France, mais également en Suisse ou en Belgique, c'est du 20 $, donc c'est moins cher que pour les Canadiens. Ensuite, pour nous qui sommes dans le rest of the world, là, ça pique méchamment. Je sais que le projet intéressait un petit peu Xavier, lui qui a déjà Parks d'ailleurs, qui l'aime beaucoup, moi aussi d'ailleurs au demeurant. 45 $ pour un jeu qui coûte 59, c'est ce qu'on appelle un hard pass en anglais. Donc non, ce sera un gros non merci. Peut-être un jour s'il sort en magasin, on verra bien. Mais en tout cas sur Kickstarter, ce sera certainement non pour nous. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Trailblazer. J'ai oublié de mentionner si la TVA était incluse ou non. A priori, je n'ai pas vu de mention de la TVA, mais comme c'est un jeu qui nous vient des États-Unis et pas de l'Union européenne, j'aurais tendance à penser que la TVA sera certainement ajoutée lors du Pledge Manager, mais là-dessus, il faudra peut-être chercher un petit peu plus. On peut peut-être faire un petit passage rapidement sur la FAQ pour voir. Non, apparemment pour l'instant, pas de questions disponibles dans la FAQ. Donc a priori, pour l'instant, j'aurais tendance à penser que la TVA sera probablement ajoutée dans le Pledge Manager. Donc il faudra aussi potentiellement ajouter ça en plus d'ici la fin de la campagne, enfin après la fin de la campagne, plutôt sur le Pledge Manager. Donc voilà pour Trailblazer, 1382 contributeurs, 63 000 $ engrangés déjà à 23 jours de la fin de la campagne. Pour une première campagne de Mariposa Games, c'est plutôt un assez joli succès. Et c'est tout du coup pour cette semaine, légère encore une fois, comme c'était déjà le cas la semaine prochaine, même si on a quelques projets assez intéressants, hein, particulièrement de mon côté Résistance, qui semble très intéressant en termes d'expérience solo, Battle Crest, qui m'intéresse particulièrement du côté de Barton Shy Games. J'ai plusieurs de leurs jeux maintenant, je crois que j'en ai 3, 4, et c'est plutôt des très bons jeux en règle générale, même si Skulls of Sad Lake pour l'instant est loin devant Sprawlopolis, que j'aime bien aussi, et aussi le troisième dont j'ai oublié le titre, ce qui n'est pas très bon signe pour lui d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Ce jeu purement solo dans lequel on escalade des montagnes. Bon, j'ai perdu le titre, il n'est pas vilain non plus, mais j'ai l'impression que j'en ferai assez rapidement le tour, mais bon, bref, on verra. Généralement, Button Shy Games, c'est plutôt du bon dossier. Et là, ce Battle Crest me semble être assez prometteur. Et puis donc aussi Trailblazer, qui est assez intéressant, même si je pense que pour moi, bon, je ferai assez facilement l'impasse. Battle Crest me tente plus, Résistance me tente pas mal aussi, mais on verra. Il y a quand même pas mal de ponts qui peuvent être faits entre lui et Maki en termes de thématique. Après, c'est assez différent en termes de mécanisme pur. Est-ce que je le prendrai? Je ne sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi encore cette semaine. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le menu crowdfunding, y compris depuis le retour. La semaine dernière, on a effectué un retour après plus d'un mois d'absence et vous étiez très nombreux alors que la semaine n'était pas si intéressante que ça. Donc on était vraiment très très content de voir le résultat. Donc, laissez-nous un petit like pour nous montrer à quel point vous appréciez notre menu crowdfunding. Ça fait toujours très plaisir, bien évidemment. Un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, d'ici là, on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, j'en profite une seconde, puisque certainement avant même que cette vidéo soit postée, on aura certainement le samedi soir une petite vidéo de gameplay avec Xavier sur Dune Imperium avec l'extension l'avènement de X qu'on a pu tester récemment. Et donc, on a fait une petite vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le jeu, que vous voulez donner votre opinion, ou simplement voir une partie, pour voir si Xavier peut enfin remporter une partie, c'est l'occasion ou jamais. Bref, quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui encore. C'était Kevin pour les Ludovores. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Je le mettrai pour le bêtisier, ça. Voilà. C'est pas bon, ça?